Ce qui est différent dans la réalité virtuelle et augmentée par rapport à toutes les autres formes de plateformes numériques existant aujourd'hui, c'est ce sentiment de présence. Le sentiment d'avoir une expérience physique et qu'on est transporté dans un endroit en présence d'autres personnes. C'est très différent de tous les écrans que nous avons aujourd'hui, téléphone, télévision, etc. Souvent, ces technologies essaient de proposer des expériences de haute fidélité, mais à aucun moment, vous ne vous sentez vraiment en immersion dedans. Le contenu que vous consommez essaie en quelque sorte de vous convaincre qu'il est réel. Mais toutes sortes de signaux subtils vous rappellent que non. Concrètement, vous regardez un écran. Donc, la question que vous vous posez quand vous développez ce genre de système est la suivante. Quelles sont les choses, les indices qui donnent au monde physique sa réalité ? Je pense que sur des domaines comme la présence visuelle et l'audio spatialisé, nous faisons des progrès raisonnables. L'audio spatial, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est une expérience que nous avons intégrée à Horizon Workrooms. J'ai établi une règle chez Meta. Les cadres supérieurs de notre entreprise doivent organiser leurs réunions dans cet espace que nous développons. Je pense que c'est normal que nous adoptions cette technologie nous-mêmes, si nous pensons vraiment que c'est la manière dont les gens vont travailler à l'avenir. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui améliorent le ressenti de l'utilisateur par rapport à la réunion Zoom typique, même si en termes de qualité, nos avatars ont une résolution plus basse. Grâce au son spatial, si vous êtes autour d'une table dans la réalité virtuelle, vous entendez quelqu'un qui parle du bout de la pièce, comme si effectivement sa voix venait de là-bas. Vous pouvez voir les gestes de cette personne, et son discours vous semble globalement plus naturel. Vous pouvez aussi avoir des conversations parallèles, ce que vous ne pouvez pas vraiment faire sur Zoom, à moins d'utiliser des messages privés ou une autre application de messagerie. Ici, vous pouvez vous pencher pour parler à l'oreille de votre voisin, comme vous le feriez autour d'une table avec des personnes réelles. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible avec une simple application de visioconférence. Je pense qu'il est intéressant de noter qu'à certains égards, ce que nous proposons semble déjà plus réel que la plupart des technologies qui sont utilisées aujourd'hui. Alors même que la fidélité visuelle n'est pas encore au rendez-vous, mais je pense que nous aurons remédié à ce problème. Maintenant, si vous me demandez de comparer cette technologie sur laquelle nous travaillons, non pas à Zoom, mais au véritable monde physique, dans ce cas, nous devons émuler des sensations de température, d'odeur et évidemment de toucher. Il se trouve justement que nous travaillons sur des gants haptiques. Le genre d'expérience que nous cherchons à restituer est par exemple celle de poser sa main et de ressentir la sensation de celle-ci contre la table. Ce genre de petits détails va être vraiment critique pour pouvoir maintenir cette illusion que vous êtes en immersion pleinement présent dans un monde virtuel. Je pense que nous allons cocher beaucoup de cases comme celle-ci dans les 10 prochaines années environ. Avant même qu'on en soit là, je pense que les gens vont être surpris de voir à quel point on peut travailler et construire avec un logiciel qui ne crée qu'une illusion partielle. À ce sujet, nous avons découvert des choses curieuses au sujet de la représentation des mains des utilisateurs. Dans la première itération de notre réalité virtuelle, vous aviez juste le casque. C'était bien, vous pouviez regarder autour de vous et vous aviez un sentiment de présence, mais pas vraiment l'impression de pouvoir interagir. Et des questions intéressantes ont commencé à se poser. Si on vous donne des mains, quelle est la meilleure façon de les représenter ? Nous sommes partis de l'hypothèse qu'étant donné que si je regarde ma main dans le monde réel, je vois un bras, il serait bizarre que je ne vois que ma main dans la réalité virtuelle. En fait, il se trouve que ce n'est pas le cas, car l'angle du coude pose des problèmes. Si nous ne sommes pas extrêmement précis avec la manière dont nous extrapolons l'angle du coude en fonction de la position de la main et de celle du casque, ça crée une sensation de décalage assez déstabilisante, qui porte préjudice à l'impression générale d'immersion. Alors que si vous montrez simplement ses mains à l'utilisateur sans représenter ses bras, ça convient beaucoup mieux aux gens. Et je pense qu'il existe de nombreux autres points de détail, comme celui-ci, qu'il est fondamental de restituer pour des raisons psychologiques, alors que d'autres importent beaucoup moins. Je pense que nous pourrions restituer une grande partie de ces détails au cours des quelques années à venir, peut-être au cours des 5 prochaines années, et que nous n'aurons pas besoin de résoudre tous les problèmes pour offrir un sentiment de présence convaincant. Ces choses m'importent beaucoup et correspondent exactement à mes compétences. J'ai étudié la psychologie et l'informatique à l'université, et que ce genre de projet se trouve exactement à l'intersection de mes compétences. Il me semble que la plupart des autres grandes entreprises du secteur créent des technologies avec lesquelles vous pouvez interagir, alors que ce qui m'importe personnellement, c'est de créer des technologies pour aider les gens à interagir les uns avec les autres. Fait que mon approche est différente de celle de la plupart des autres entrepreneurs technologiques. Une grande partie de la manière dont j'aborde la conception de produits provient de leçons basées sur des éléments simples de psychologie. En comparant notre cerveau à celui d'autres animaux, on s'aperçoit que nous sommes très sensibles à certains signaux spécifiques. Par exemple, les expressions. Nous sommes plus visuels que beaucoup d'autres espèces. Pour la plupart d'entre nous, c'est le canal prioritaire. Il y a une partie entière de notre cerveau dont l'unique rôle est la compréhension d'expressions faciales. Nous prenons ça en compte lorsque nous développons des mises à jour sur Quest ou sur le casque de réalité virtuelle. Nous nous concentrons principalement sur la restitution du visage et surtout sur le suivi du regard,
afin qu'il soit possible d'établir un contact visuel, ce qui, encore une fois, n'est pas vraiment quelque chose de possible avec la visioconférence. C'est même remarquable de constater le niveau de succès de cette technologie qui n'offre pas aux participants la possibilité de croiser le regard de leurs interlocuteurs. C'est tout à fait étrange si on y réfléchit. On regarde le visage de quelqu'un, parfois pendant 1 heure d'affilée en réunion, et vous n'avez pas l'air de vous regarder directement. Avec la réalité virtuelle aujourd'hui, même sans suivi oculaire et sans savoir ce que vos yeux fixent réellement, vous pouvez raisonnablement bien simuler ce genre de phénomène. Vous pouvez déterminer la position de la tête de l'utilisateur et s'il semble qu'il regarde dans votre direction générale, vous pouvez supposer qu'il pourrait y avoir une intention de contact visuel et vous pouvez créer un tel effet en générant un regard assez naturel et non pas fixe. Cependant, une fois que vous avez une technologie permettant un suivi oculaire en temps réel, vous n'avez plus besoin de simulation, ce qui à mon avis est très important de faire. Quand je pense à la contribution dans ce domaine, il ne me semble pas évident que les autres entreprises qui se concentrent sur le métaverse ou sur la réalité virtuelle et augmentée priorisent ces fonctionnalités au point où nous le faisons. Ce genre d'approche demande de faire des compromis, notamment au niveau hardware. L'appareil est moins léger, peut-être plus épais. Il est tout à fait envisageable qu'une entreprise décide d'adopter l'approche diamétralement opposée en décidant de fabriquer l'équipement le plus léger et le plus fin possible. Mais en ce qui nous concerne, je souhaite que nous concevions la chose la plus humaine possible, qui créera le sentiment de présence le plus riche. Une grande partie des émotions et de l'expression humaine proviennent de micro-mouvements. Si je bouge mon sourcil de quelques millimètres, vous le remarquerez et vous l'interpréterez d'une manière ou d'une autre. Il serait vraiment dommage, à mon avis, de perdre cette dimension de notre communication. Il n'existe pas de fonctionnalité unique que nous puissions implémenter et qui crée tout d'un coup une impression de réelle présence. Basé sur ce constat, notre méthode consiste à établir une feuille de route sur les 5 à 10 ans à venir qui liste les éléments les plus importants à incorporer pour rendre l'expérience utilisateur plus humaine et sociale. Je pense que le métaverse est un lieu, mais on peut aussi le définir comme étant une époque. Celle où nous vivons nos vies et passons notre temps en majeure partie dans des mondes numériques immersifs. Je pense que c'est une projection réaliste. C'est aussi une forme de prolongement de ce que nous avons aujourd'hui. Nous développons un univers numérique qui existe déjà actuellement. Vous et moi passons déjà une partie non négligeable de notre temps dedans. Il n'est juste pas sous forme de réalité virtuelle immersive en 3 dimensions. Mais il existe sous la forme d'applications de visioconférence ou de messagerie, telles que WhatsApp par exemple. Et il y a beaucoup plus de cas d'usage potentiels pour le monde virtuel. Lorsqu'on construit une telle technologie, je pense qu'une grande partie du travail consiste à gérer un compromis. D'une part, on veut construire des choses élégantes, évolutives, que des milliards de personnes utilisent parce qu'ils en tirent une valeur. Et d'autre part, on veut pouvoir rendre possible un maximum de cas d'usage pour que les gens puissent s'approprier la technologie et l'utiliser à leur façon. Les premiers usages que nous avons explorés avec Quest ont été le jeu vidéo et le social. Au tout début de la réalité virtuelle, les gens avaient tendance à surtout envisager des applications vidéoludiques. Le jeu vidéo a joué un très grand rôle dans le développement des plateformes informatiques, que ce soit l'ordinateur personnel ou le smartphone. Mais il a toujours été très multipolaire. Il y a toujours eu de nombreuses entreprises de jeux vidéo parce que c'est un domaine basé sur le succès d'un jeu ou d'une série de jeux, même si certains d'entre eux ont plus ou moins de longévité. Le nombre d'entreprises liées à la communication et aux interactions sociales est beaucoup plus réduit, mais ce domaine a une importance aussi grande que celui du jeu vidéo. Le secteur de la productivité et de la collaboration professionnelle est un domaine sur lequel nous nous sommes moins focalisés historiquement, mais je pense que cela change avec Horizon Workrooms, puisque c'est une application qui combine des fonctions de visioconférence avec les usages d'applications de productivité comme Excel par exemple. Généralement de produire un travail intellectuel et pas seulement d'organiser des réunions. Pour faire un panorama des différents cas d'usage qui existent actuellement, au niveau gaming, nous sommes sur la bonne voie. Social, je pense que nous sommes la société prééminente dans le domaine. D'ailleurs, on peut voir que le social a une importance critique sur Quest, puisque les 3 applications les plus téléchargées tombent dans cette catégorie. Pour beaucoup de gens, j'imagine que ce sont les applications liées au travail qui vont faire la différence. Quand les choses seront au point, que l'adoption sera en augmentation et que l'expérience utilisateur sera clairement meilleure que sur Zoom. Notre objectif est de parvenir à créer, dans les 5 prochaines années, une station de travail idéale dans le monde virtuel, pour coder ou pour écrire. On compte aussi rendre possible des choses qui ne sont pas envisageables aujourd'hui, comme utiliser un téléphone ou un ordinateur pour faire du fitness. Je pense que les choses qui sont impossibles aujourd'hui seront les expériences les plus incroyables. Par exemple, le fait de pouvoir se téléporter dans un endroit réel ou créé par quelqu'un d'autre,
ou le fait de pouvoir construire des choses sans passer par le biais de la programmation, mais en interagissant directement avec le monde qui vous entoure et en manipulant les objets qui s'y trouvent. Au sujet des progrès de notre intelligence artificielle, l'une des choses que nous avons montrées récemment dans notre émission Inside the Lab, c'est le programme BuilderBot, auquel vous pouvez tout simplement parler en lui disant « Mets des arbres là-bas » ou par exemple « Mets des bouteilles d'eau sur notre table de pique-nique ». Je pense que ce genre d'innovation présage d'un nouveau paradigme en termes de programmation informatique. Je pense vraiment que certaines de ces applications vont vous paraître incroyables, surtout quand vous les utilisez pour la première fois. Vous vous direz peut-être « Waouh, je n'ai jamais eu une expérience comme celle-ci ». Mon objectif n'est pas que les gens passent plus de temps sur l'ordinateur, mais plutôt de rendre l'usage de l'informatique plus naturel, ce qui résultera en un temps d'utilisation accru si les utilisateurs trouvent que ce que nous proposons leur facilite la vie. Peut-être qu'avoir accès à une station de travail idéale améliorera de 5% votre productivité, ce qui n'est pas une idée totalement nouvelle. Mais je peux dire qu'en tant que PDG de Meta, si nous avions aujourd'hui accès à un appareil permettant d'augmenter la productivité de chacun de nos ingénieurs de 5%, nous en achèterions pour tout le monde. Et j'imagine que beaucoup d'autres entreprises le feraient aussi. Je pense que ces applications et leur adoption massive nous permettront de rivaliser avec les plus grandes plateformes informatiques qui existent aujourd'hui.